Salam alaikum, Azur Fillaoun. Bonsoir. C'est comme une veillée d'armes, comme ce silence oppressant, annonciateur de sombres menaces qui précèdent la tempête. Les salles de rédaction bruissent de rumeurs, toutes aussi alarmantes les unes que les autres, que personne n'ose publier. Parce qu'il règne une sorte de consensus non dit, que personne n'ose transgresser. Ne rien dire des graves soubresauts qui agitent le régime. Chaque média, parmi ceux qui ont un tant soit peu de latitude, un tant soit peu de marge, qui n'émarge pas au râtelier de la pub à rallonge, attend que les autres entrent d'abord dans la danse avant d'y aller soi-même. C'est l'exact inverse de la pratique journalistique où le scoop est censé être le nec plus ultra du métier. Là, en l'occurrence, c'est comme sur un champ de bataille. Les premières lignes ne sont pas très prisées par les embusqués de toutes sortes qui veulent bien faire leur baroude et leur barouf, mais sans trop de risques néanmoins. Et c'est ainsi. Autisme tout, syndrome des trois singes, rien vu à bâbord, rien entendu à tribord. Meshift marit, pendant qu'on nous concocte savamment les conséquences de la chute des prix du baril, unique ressource de tout le pays, pendant que la situation politique est dans un état de pourrissement avancé, que le chef de l'État n'est plus qu'un pathétique otage, presque attendrissant à force d'être pitoyable. Pendant que le vrai maître du jeu ne tire sa puissance que de forces supranationales, dont les Algériens n'ont pas l'ombre d'une idée, sinon ils tomberaient de très, très haut. Pendant que le premier cercle entraîne le pays tout entier et jusqu'à son avenir dans le plus total inconnu, pendant que des clans périphériques et des grands prédateurs oligarchiques entrent en guerre, se ruent les uns sur les autres, toutes dents et toutes griffes dehors, pour finir de dépecer la bête. Pendant que les derniers mohicans parmi les technocrates se mettent au travail et se tapent le sale boulot pour mettre en place le vaste plan d'austérité qui va plonger les Algériens dans une ère de chèvres maigres. Pendant que les 60 à 70 généraux de l'état-major et du haut commandement font croire qu'ils sont à la manœuvre et qu'ils sont sur le point de réaliser l'illusoire état civil qu'ils nous rabâchent pendant que le chômage crève tous les plafonds du tolérable, pendant que la délinquance, la violence, les bandes armées, la prostitution, la drogue envahissent la rue, pendant que l'insécurité règne en maître dans des villes entières où l'État brille par son absence, pendant que la vie publique sombre dans l'anarchie, quand quelques gouttes de pluie provoquent des sinistres qui entraînent mort d'homme, quand l'école va à volo, que l'université n'est plus qu'un machin à former des chômeurs diplômés, quand les hôpitaux deviennent des mouroirs et que pour prétendre à des soins à peu près potables, il faut un gros piston ou un gros budget, quand l'incivisme triomphe du haut du minaret et que du haut des prétoires l'injustice se monnaie au plus offrant, que les sièges de députés s'achètent au souk, que les crédits bancaires se négocient à la chipa, que les logements s'attribuent à la tête du client, que la non-corruption entraîne des limogeages parce qu'il est devenu hautement suspect d'être honnête, quand les retraités qui ont trimé toute leur vie, qui ont tant et tant donné, sont précipités dans l'indigence, quand les handicapés touchent 20 € par mois
pour vivre, quand les indigents vont chercher leur pitance dans les poubelles, quand l'euro s'envole dans les marchés noirs du change, où s'échangent des dizaines de millions de dollars par jour, sous l'œil bienveillant, indulgent de la police, parce que les principaux acheteurs sont les barons du régime et leur clientèle. Quand des dizaines de milliers d'Algériens se bousculent en Espagne, où ils font l'acquisition d'appartements, de maisons, de résidences, en toutes sortes, pour préparer leur repli. Quand personne ne sait pourquoi le président n'a pas signé la nouvelle constitution, ni la décision de placer les nouveaux services de sécurité sous la hiérarchie de la présidence. Quand personne ne sait pourquoi il n'y a pas eu de changement de gouvernement. Ça fait beaucoup de pourquoi. Et encore, tout ça n'est qu'une infime, une toute petite partie des questions qui se posent dans les salles de rédaction, mais que les journaux ne posent pas. Ou juste, comme ça, l'air de rien, pour ne pas irriter le très ombrageux maître du jeu, qui a montré à toutes les smalas et à tous les sérails combien implacable est sa vindicte. Pour le moment, il est l'homme le plus puissant du régime. Et on ne sait presque rien de lui, à part son visage et sa parentèle. Il est plus impénétrable que le général Tawfiq, puisqu'on ne sait ni jusqu'où il ira, ni ce qu'il veut, ni ce que seront les moyens qu'il utilisera pour arriver à des fins dont on ne sait rien. Tout ce qu'on sait, tout ce que tous les politistes, les politiciens, les journalistes et tous les diplomates à Alger osent savoir, le savoir sans trop le répéter, c'est qu'il est le véritable chef d'État, le capo di tutti capi, que personne ne bouge une oreille en sa présence, pas même le plus puissant des généraux. Il est et il reste le véritable maître du pays. Mais sa puissance est toute relative. Elle pourrait se dissiper du jour au lendemain, en un seul instant, comme un glaçon qu'on plonge dans de l'eau bouillante. Il suffirait de si peu. Aujourd'hui, Le Figaro. L'Algérie en sursis, par Nicolas Baverez. Le soir d'Algérie. Abdelaziz Belhaïd admet « Personne ne fait confiance au système » par NB. Le jeune indépendant. Le remaniement ministériel n'est pas à l'ordre du jour. Nous allons vous faire regarder de nouveau quelques images qui sont très éloquentes. Regardez. Aujourd'hui, vous voulez combler. نهضر معك سي المير، اسمع سي، اسمعني وصل نهضر معك. يوم ديها، سينو نوقفك، تخدم خدمتك تواطا. لا لا لا، الضغط مش مليح. لا لا، اسكت عمودك، اسكت عمودك، خلينا نبطل، اسكت خلينا نبطل. هاي، ارفد علي الزبل تاعك، هاي. لا اخلاق ولا تقدير ولا تربيه. هذا نقص تربيه هذا. ان كل موظف سامي ليعرقل مسيرة الاستثمار سيعرقل. وطبقوها بحزم. تعرف واش معناتها الحزم؟ الحزم تاع قرار تاع حكومه يطبق ميدانيا. ما نجيش نسمع انا واحد ولا مواطن يقول لي مدير المدرسه طلب مني شهاده ميلاد. وهذه مسؤوليتك انت. اول مقاوله اللي نديركم في القائمه السوداء تاع الميلاد. خرده ارقدوا ما نخدمش هكذا. زاد خرده. اللي القانوني يدير بريسيون، اللي بغى يحرق روحه، اللي بغى يدير يشنق روحه. أي إطار سامي يعرقل مش سيعاقب، سيعرقل. Aujourd'hui, avec nous pour en parler, Houssine Jidel, anthropologue et analyste politique, Paris. Karim Kabir, journaliste, Alger. Abdelwahab Zaatari, économiste, Constantine. Houssine Jidel, merci d'avoir accepté notre invitation.
Jamal Din, merci pour votre invitation et salutations à tous les Algériens qui nous écoutent. Merci, Hussein. Qui nous regardent aussi. Merci. Alors, Hussein Jidel, qu'est-ce qui se passe dans le pays? Pourquoi ce brouillard? On ne comprend rien. Tout le monde est inquiet. On sait qu'il se passe des choses. On sait qu'il se concocte des choses. On sait que des groupes périphériques, pas le cœur du régime, hein, des groupes périphériques se précipitent sur le peu de rente qui reste. Ils sont en train de se déchirer. L'affaire Djezi est significative à cet égard. Mais personne ne sait rien. La presse ne parle pas, ne dit pas les choses. Les analystes se font muets. Même à l'étranger, très très peu d'analyses sur la question. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, l'Algérie, ça fait des années. Peut-être quelques-uns viennent de se rendre compte que l'Algérie n'est plus un État, n'est plus une république. C'est une monarchie. Et le monarque, personne ne peut lui demander ce qu'il fait et quand est-ce qu'il va faire et qu'est-ce qu'il doit faire. Et la dernière constitution, elle a bien révélé que nous n'avons pas un président, mais nous avons un monarque qui n'a aucune responsabilité. Et nous n'avons pas de peuple puisque la souveraineté du peuple n'a aucun sens dans cette constitution. Peut-être on reviendra, on a déjà parlé de ça. Donc, ce qui se passe à l'intérieur ne concerne que le monarque, ne concerne que le monarque et ceux avec qui il partage ce pouvoir. Et donc, ni les partis politiques, entre guillemets, ni le peuple, ni la presse, ni quiconque a le droit de dire ou de poser la question qu'est-ce qui se passe dans ce pays, qu'est-ce qui se passe dans ce sommet de l'État, s'il y a un État conforme aux standards internationaux. Hussein, moi j'aimerais comprendre quelque chose. Je sais que vous êtes un observateur averti et très attentif. On nous parle aujourd'hui de la préparation qu'une partie de l'armée, de l'état-major, se préparerait à réaliser l'état civil. D'ailleurs, la notion, on a fait une émission sur ça. La notion d'état civil en français ne veut rien dire. On dit état de droit en fait. Alors moi je me dis quelque chose. Et on nous dit qu'il y aurait un grand conflit entre Saïd Bouteflika, pour le nommer, hein, et de l'autre côté le haut commandement, l'état-major. Moi, ce que je voudrais comprendre est que si réellement l'état-major ou le haut commandement voulait vraiment se débarrasser de Saïd Bouteflika, qui est le véritable chef de l'État, pourquoi tout simplement ne pas dire ce monsieur a pris le président en otage, nous voulons l'écarter pour permettre au président d'exercer ses fonctions. Supposons qu'il n'est pas malade. Hein. Il faut que soit il exerce ses fonctions, soit nous faisons constater qu'il n'est plus dans l'état de les exercer. Ce serait la plus simple des solutions. Or, il n'y a rien de ce genre d'intention, ni encore moins d'action qui se profile à l'horizon. Donc, moi j'en conclus que le haut commandement ou l'état-major, ou les deux, sont en parfait accord avec Saïd Bouteflika. Avant de répondre à cette question, vous avez soulevé un élément très important, l'état civil. Il n'est pas dans la culture de Bouteflika, ni dans la culture des généraux, l'état civil. Mais pourquoi voulez-vous qu'il instaure un état civil? Mais pourquoi? Puisque personne, il n'y a pas de contre-parti, il n'y a pas de véritable opposition. Pourquoi voulez-vous qu'il change un système qui marche à parfait? Il gouverne l'Algérie sans aucune responsabilité, ni politique, ni juridique. Et pourquoi voulez-vous qu'il change? Alors, les militaires, ils n'ont pas ces généraux ou ce petit cercle qui détient le pouvoir ou qui partage le pouvoir avec Bouteflika, n'ont aucun intérêt à changer le système. Le système marche à parfait. Ils ont la main mise sur l'Algérie, ils ont tout le pouvoir, ils n'ont aucune responsabilité. Alors, ils ne vont pas changer un système qui marche bien. On ne change pas une équipe qui gagne, ni une tactique
qui donnent de très bons résultats. Voilà ce qui se passe. Quant à l'état civil, et ça c'est n'importe quoi, ce n'est pas dans la culture de Bouteflika l'état civil, ni dans les généraux. Et le seul qui a parlé de l'état civil, c'était le Abdelrazak Bara, le conseiller de Bouteflika. Avant de partir, il dit bon, peut-être le ministre de la Défense sera un ministre civil et il sera entendu par le Parlement. Mais de quel Parlement? Mais quel ministre? Vous savez bien que les décisions se prennent hors les institutions. Alors, si c'était l'intention de Bouteflika ou de généraux d'installer l'état civil, ils auraient dû au moins, dans cette mascarade de changement constitutionnel, d'introduire une expression, un texte qui fait allusion à cet état civil. Au contraire, la constitution en question, elle a consacré l'impunité des militaires. Ceux qui étaient derrière le massacre de 250 000 Algériens, 23 000 de disparus, 1 million d'orphelins et de veufs et de veuves, et ces gens-là, au nom de cette nouvelle constitution, ils sont intouchables. Ils sont intouchables. Donc, moi, je pense que il n'y aura pas de changement à partir du régime, il n'y aura pas de changement au sein du régime. Moi, je crois, même si certains me considèrent comme radical, le changement vient du peuple, vient pacifiquement de la rue, et c'est le peuple qui impose le changement comme il doit imposer sa souveraineté. Restez avec nous, Hussein Djidel. Je reçois à présent Karim Kabir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Karim. Bonsoir, M. Kher. Bonsoir, Karim. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Karim, sur cette, j'allais dire, cette anarchie totale dans une purée de pois intégrale? Ça veut dire, ça va très mal partout, dans tous les secteurs de l'État, et personne n'y comprend rien. C'est une véritable purée de pois. C'est dans la nature, même du régime. C'est l'un des régimes les plus opaques au monde. Et comme nous savons comment il a tenu en main enfin le pays depuis 50 ans. Donc forcément aujourd'hui c'est pas évident de percer un peu les secrets de ce régime, comment ses ressorts, comment il fonctionne, comment se prend la décision. Donc on n'a que quelques éléments d'information qu'on essaie d'interpréter, qu'on essaie de recouper, mais sans plus. Mais sinon, la situation, je pense que c'est la conjonction de plusieurs facteurs. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons une société, qui a été complètement disloquée. Elle a été complètement. On a réussi à lui faire détester la chose politique. Donc, si vous voulez, on a banni un peu la chose politique de l'espace public. Au point aujourd'hui, ils sont très peu nombreux les militants qui y croient réellement, qui s'engagent, qui essayent de militer ou d'activer dans le mouvement associatif. Ajouter à cela la situation post-traumatique des années du terrorisme, donc les gens aujourd'hui avec l'ignorance de beaucoup, quand même, ça aussi c'est un facteur qu'on a tendance à oublier, mais nous avons au moins selon des chiffres officiels, autour de 5 millions d'analphabètes. Donc ce sont des gens qu'on peut facilement manipuler, facilement auxquels on peut facilement faire peur. C'est ce qu'ils font d'ailleurs aujourd'hui avec le chantage à la peur sur les risques de déstabilisation. Donc forcément il y a une forme de résignation chez la population. En même temps, nous n'avons pas malheureusement une classe politique aussi, mais bon, une classe politique aussi à laquelle il ne faut pas toutefois jeter la pierre, parce que les conditions d'exercice
de la politique sont très difficiles. Ils ont du mal à, mais Karim Kabir, organiser même un meeting. Karim Kabir, à propos de la classe politique, des intellectuels et surtout des journalistes, je vais vous donner le fond, je vais vous dire le fond de ma pensée. Aujourd'hui, il n'y a pas un journaliste sérieux ou à peu près sérieux qui ne sache pas que Bouteflika, le président, est complètement déconnecté, qu'il est incapable de réciter la table de multiplication de 1. Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il est pris en otage par son frère, qui gouverne à sa place, en son nom, en s'en servant comme d'une façade institutionnelle. Or, dans la presse même, y compris dans les journaux les plus libres, ou prétendus les plus libres, tout le monde continue d'écrire « Le président Bouteflika a décidé »,« Le président Bouteflika n'a pas signé la Constitution »,« Le président Bouteflika a adressé un message », etc. Vous ne pensez pas que les journalistes, tout particulièrement, ont une grande responsabilité dans cette situation? Non, Jamal, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous dans la mesure où un journaliste ne peut écrire qu'une information dont il vérifie au préalable la véracité. C'est quel que soit le sujet, indépendamment des conséquences sur lui, sur sa liberté ou sur la scène politique. En fait, quand on dit que Bouteflika, on voit les images, on interprète les images qu'on nous montre, parce qu'on n'a jamais eu accès, personne, je dis bien personne. Il y a des ministres qui n'ont pas accès au président. Donc, comment voulez-vous qu'un journaliste qui n'a jamais eu la chance de s'approcher pendant, en tout cas, depuis son hospitalisation, qu'il n'a pas vu, comment il peut avancer une chose pareille? Nous interprétons des images, certes, on voit à la télé qu'il a du mal à parler, qu'il a du mal à exprimer, mais on ne fait que reprendre des Non mais Karim, excusez-moi de vous interrompre, Karim. Ouais. Imaginez, on va prendre le pays qu'on connaît le mieux, qu'on prend souvent comme référence. Imaginez qu'en France, le président Hollande ne parle pas à son peuple pendant 3 ans, qu'il ne reçoit des personnalités politiques et publiques triées sur le volet, que son propre frère sélectionne les images qui sont filmées, il passe les unes et pas les autres, que c'est lui-même qui préside à la sélection des images qui sont transmises, que le président Bouteflika, les gens qui le reçoivent, comme Hollande par exemple, avec lesquels il a de gros contrats, viennent nous dire il est d'une alacrité extraordinaire, il discute des problèmes les plus complexes, les plus ceci. Pendant 2 heures, on a parlé et tout. Vous imaginez qu'en France, un tel scandale aurait pu se perpétuer sans que les journalistes n'en fassent leur cheval de bataille, leur principale une dans tous leurs médias? Si, on a écrit sur ce discours intéressé de la part de Hollande. Hollande, tout le monde savait qu'il ne faisait que titiller un peu l'ego d'un président dont on sait qu'il aime beaucoup, qu'on le flatte, qu'on lui dise. On a vu même des présidents africains venir dire qu'on est venu écouter les sages conseils du président, mais tout le monde sait que ce sont des discours diplomatiques qui sont intéressés, sans plus. Mais c'est vrai que du côté algérien, ça ne change pas beaucoup de choses. Et puis je crois qu'il n'y a aucune comparaison à faire avec la France, avec un pays quand même qui a des traditions démocratiques, qui a une presse plus je ne dirais pas libre à 100% parce que nous assistons quand même en France ces dernières années avec l'accaparement par les milieux financiers de beaucoup de journaux et télévisions, que c'est pas aussi évident de dire toutes les vérités. Mais bon, ils ont quand même un fonctionnement démocratique, mais c'est pas le cas chez nous malheureusement, où il est absolument extrêmement difficile d'accéder à l'information. D'ailleurs, souvent, on a vu que même du temps du terrorisme, il y avait beaucoup de manipulations, il y avait beaucoup d'informations fausses qui ont été données sans que nous puissions vérifier la source qui donne l'info. Donc c'est pour vous dire que c'est pas évident. Mais Karim Kabir, je suis désolé, mais moi je ne dirais pas, ce n'est pas évident. Un président qui ne s'adresse pas à son peuple pendant 3 ans, qui ne fait même pas sa campagne électorale pour son 4e mandat,
dont la campagne électorale est faite par Sellel, avec son tableau, uniquement son image, qui, lors de la prestation de serment, avait une oreillette dans l'oreille, on lui dictait ce qu'il devait dire, et on ne l'a même pas laissé finir sa prestation de serment. Quelqu'un qui bégaye, qui salive abondamment, dont on ne prend jamais des images en plan large. Moi, je n'attends pas qu'on me dise non, on n'est pas sûr, nous on prend les images qu'on nous donne, mais on sait que les images qu'on nous donne, c'est son frère qui les sélectionne. Donc c'est clair, on sait que monsieur n'est pas en mesure de gouverner, qu'il est pris en otage. Oui, mais c'est écrit, Jamal, même le peuple le sait en tout cas. Oui, mais pourquoi la presse rapporte, elle dit le président a décidé, le président a signé, le président a fait ceci. Ça veut dire qu'elle procède, elle aussi, d'une tromperie délibérée de l'opinion publique. Non, mais ça, c'est pour l'histoire. On lui porte la responsabilité. Parce que quand vous reprenez un communiqué qui est balancé par l'agence officielle, moi je ne vais pas dire « Ah, c'est l'APS a menti parce que le président est malade, donc il ne faut pas croire ». Moi je lui attribue ça parce que c'est lui, mais devant l'histoire, les gens sauront demain que lui a menti et que l'agence a menti. C'est ça le plus important. C'est quand on reprend une information, il faut bien la mais comment vous voulez faire porter Karim, vous voulez faire porter la responsabilité. Vous voulez faire porter la responsabilité à un monsieur qui, comme on dit en arabe, il n'est plus responsable. Si demain il était vraiment examiné, et ça tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle, il n'est plus responsable, même s'il pouvait commettre un crime. Il est irresponsable, il est incapable, il est dans l'incapacité la plus totale et tout le monde le sait. Tout le monde, y compris François Hollande, y compris Renouchi, y compris Brahimi, y compris tous ceux qu'il reçoit et qui viennent nous raconter des salades. Pour dire les choses comme elles sont. Mais je ne pense pas que ce soit de la responsabilité des journalistes de faire ce travail. On ne fait pas de jugement, Jamal. Je crois que notre métier se limite à rapporter de l'information, à la vérifier, à la recouper. Après, c'est vrai, dans le commentaire, c'est libre pour les gens qui peuvent commenter une information pour l'interpréter. Mais je ne pense pas qu'il nous appartient à nous, comme presse, de développer des positions politiques, de faire des jugements. Vous me donnez l'idée, Karim Kabir, vous me donnez l'idée d'une émission. Vous me donnez l'idée d'une émission sur ça. Je vous inviterai d'autres collègues, d'autres confrères avec vous. Mais restez avec nous. Abdelwahab Zaatri, économiste. Constantine, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci Abdelwahab. Abdelwahab, puisqu'on parle de Constantine, comment ça se passe à Constantine et dans la région de Constantine? Oui, effectivement, Constantine et dans sa région, nous avons l'impression que nous sommes dans une situation du calme qui précède la grande tempête. C'est ça le sentiment. Nous avons l'impression, honnêtement, que nous nous trouvons embarqués dans un navire dirigé par des fantômes, sans direction connue. Et puis voilà, tout ce qu'on sait, c'est que nous allons mal finir. Ce que nous ressentons dans cette région. L'inquiétude est visible. Il y a, comment dirais-je, les gens sont traumatisés par la cherté subite du niveau de vie, par ces jeunes qui continuent de fuir leur pays au risque de leur vie dans les mers. Et puis, franchement, il n'y a rien de beau à attendre de cette situation. Abdelwahab, moi j'ai connu très très bien Constantine puisque j'y ai passé ma jeunesse. C'était une ville magique. Moi je considérais quand j'étais jeune que c'était la plus belle ville du monde. Et c'est vrai, c'est une ville à la beauté époustouflante. Et en plus du savoir-vivre de sa population, d'alors, hein, je parle d'avant, du raffinement, de cette douceur de vivre qui avait cours, j'allais dire, à Constantine. Et aujourd'hui, on nous dit, des amis que j'ai là-bas nous disent que c'est devenu infernal, surpeuplé,
des trottoirs défoncés, du pain qu'on vend à même le sol, du chômage, de la délinquance, de la violence. On nous dit des choses atroces sur Constantine et sur la nouvelle ville qui a été construite, soi-disant pour la désengorger. Ben, c'est en partie vrai. Il y a l'ancienne ville qui est belle, qui est un site historique donc très intéressant à faire visiter aux gens. Mais le problème, c'est qu'elle est vraiment surchargée, trop de véhicules. On ne peut même pas marcher à pied, ni en véhicule. Donc, même les habitants des alentours à 2-3 km ne veulent plus aller en ville sur des mois, par exemple. C'était un plaisir d'aller se balader en ville, de faire partie de cette ville, de rencontrer des gens. Eh bien, on ne le fait plus parce qu'il n'y a pas d'aire de stationnement ou bien les aires de stationnement ne sont pas suffisantes. Il y a beaucoup de problèmes, de la violence des jeunes vous savez, les jeunes, quand ils n'ont rien à faire toute la journée, c'est des provocations envers les dames, les filles, les petites agressions, le vol et tout. Eh bien, l'ancienne ville, donc, elle est abandonnée. Et là, vous dites que la jeunesse qui n'a rien à faire, il y a beaucoup de chômage à Constantine? Plein de chômage. Toute la journée, la ville est pleine de gens. Pendant les heures de travail, elle est complètement pleine. Il n'y a personne qui va au travail. Tout le monde est là en train de se balader ou d'être debout. Vous ne pouvez même plus marcher sur les trottoirs. Il n'y a pas de place pour circuler. Moi, j'ai reçu des visiteurs étrangers. Pour faire une visite, il fallait attendre le vendredi. Parce que les autres jours, vous avez peur qu'on les agresse, qu'on leur vole quelque chose, un portable. Et puis, vous ne savez plus marcher en groupe. À deux, on ne peut pas déjà marcher. C'est vraiment impossible. Abdelouahab, une personne que je connais qui est un peu dans le monde du travail, de l'emploi, dans les statistiques pour être plus exact, m'a dit que le chiffre avancé par le régime d'environ 12% de chômage, ça veut dire à peu près comme la France, il m'a dit que c'est vraiment très, très, très loin de la réalité et que le chiffre est réellement hallucinant. Et je ne vous le donne pas parce que je ne veux pas faire... comme ce n'est pas vérifiable, je préfère ne pas le dire. Ce chiffre qui m'a été donné. À votre avis, vous qui êtes économiste? Non, ça va de soi. Ça va de soi que c'est un chiffre très amusant. Et si c'était vrai, ça serait bien. Sauf que là, on va vous intégrer tous les gens qui font l'ANEM, tous les étudiants, on va vous intégrer tout le monde. Ceux qui reçoivent une petite prime par-ci et par-là. Et donc, on va gonfler les chiffres pour atteindre un niveau de chômage relativement faible de 12%. Mais la vérité, c'est que le chômage dépasse les normes des pays actifs, disons. Par exemple, cette personne qui m'a parlé m'a confié, entre autres ficelles que le régime a utilisées pour brouiller les statistiques, par exemple, que les femmes au foyer ne sont pas comprises dans la population active, par exemple. Oui, c'est ce genre de choses. On inclut l'ANEM qui est un emploi précaire et maintenant, on est en train de dire à l'ANEM on va mettre dehors 1 million sur tout le territoire. Donc, on ne va plus pouvoir les payer avec la baisse des prix de pétrole. Donc, tout ça, c'est des emplois faux. Et donc, avec ça, on augmente le chiffre des gens actifs pour faire diminuer le chômage, pour faire croire que le chômage est faible. Mais... Restez avec nous, Abdelouahab, je reviens à vous dans un moment. Hussein Jidel. Hussein. Oui. Naam. Alors, Hussein, oui. Parlez-nous un peu de cette malvie, de ces réalisations de logements qui sont, comme par exemple, on en avait parlé au téléphone de Ain Abdallah, de la nouvelle ville de Constantine, de ces routes défoncées qui viennent juste d'être réalisées, de cette grande corruption qui fait des ravages. Essayez de nous expliquer un peu les dessous de ce malaise ambiant, de ce malaise qui plane sur tout le pays. Et avant de répondre à ça, je vais vous donner quelques secondes seulement. Au mois de janvier, la Banque mondiale a donné un chiffre horrible, même s'il est minimisé. Il y a 9 millions d'Algériens au-dessous du seuil de la pauvreté. 9 millions d'Algériens en dessous du seuil de pauvreté. En dessous du seuil de pauvreté.
Ça, oui. C'est un organisme international, c'est la Banque mondiale en janvier, ce janvier 2016. Un, deux, je vous donne autre chose. Le nombre d'illettrés en Algérie avoisine les 43%. 43% de la population adulte? 43% de la population. Oui, 43% de la population sont des illettrés. Ça veut dire que c'est des gens qui ne savent pas écrire une simple demande. Troisième chose, je vous dis, l'Algérie est classée loin, très très loin derrière la Somalie. Les universités algériennes sont classées très très loin derrière les universités somaliennes, où il n'y a pas encore un État central. Je vous dis autre chose, encore sur le plan symbolique, nous avons appris dernièrement que notre fierté, qui est l'hymne national que Moufti Zakaria Allah yarhamou a fait, n'appartient pas à l'État algérien. L'Algérie, l'État algérien loue à la société française, la SACEM, l'hymne national. À chaque fois qu'on utilise l'hymne national dans des cérémonies officielles, l'Algérie doit payer des droits d'auteur à la France. Attendez, Hussein, attendez. Là, on ne peut pas laisser passer, il faut nous expliquer. Là, moi, j'ai failli tomber de ma chaise, je vous dis franchement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça veut dire l'auteur et le compositeur de l'hymne national, en 1961, ils ont inscrit leurs droits à la SACEM. Ça veut dire Moufti Zakaria et l'Égyptien, je ne sais plus comment il s'appelle. Mohamed Fawzi, oui, Mohamed Fawzi. Mohamed Fawzi, voilà. Donc, oui. Ils ont inscrit leurs droits d'auteur. Les droits d'auteur sont protégés en France et par la fameuse société française, la SACEM. Donc, et cet État voyou, ces gens-là qui ont confisqué l'indépendance de l'Algérie. Non, mais attendez, Hussein, attendez, c'est trop important pour eux. Et l'État algérien, pourquoi il n'a pas racheté ses droits? C'est quand même l'hymne national. Ça fait partie de l'identité profonde du pays. Ça fait partie de son constituant. Ce n'est pas possible de payer la SACEM pour des droits en France. C'est complètement ahurissant, ça. Jamel-Din. Et on sait bien qu'en 62, les gens qui se sont emparés du pouvoir n'ont rien à voir avec la révolution algérienne. Ce sont les officiers de l'armée française. Ce sont les gens qui éprouvent une haine pour ce peuple. Et en plus de ça, ils n'ont rien à foutre de ce symbole. Pour eux, la mémoire des martyrs, la mémoire des révolutionnaires, ça ne les intéresse pas. Et l'Algérie, c'est un terroir-caisse. Et donc, c'est pour cela, ces gens-là, ils n'ont rien fait pour restituer l'hymne national. Je vous donne un autre exemple, c'est très simple. Air Algérie, qui dans n'importe quel pays du monde, la compagnie aérienne est un signe de souveraineté. Alors, Air Algérie, le siège d'Air Algérie qui se trouve à Maurice-Audin n'appartient pas à l'État algérien. Et l'État algérien, il le loue. En France, Air Algérie n'a aucun local en son nom. Elle loue le local qui se trouve à Paris, à l'Opéra. Donc, ces gens-là, ils n'ont rien à voir, ils n'ont rien à foutre de ce symbole, de ce que les Algériens ont fait pour avoir chèrement leur indépendance. Et je reviens à d'autres. Je ne voulais pas encore parler parce qu'il y a de choses très terrifiantes. Et en même temps, ce régime se pique d'être le 15e importateur d'armes au monde. Ce pays qui consacre presque 25% du produit intérieur brut pour les services de répression. Ça veut dire les renseignements généraux, le DRS, la gendarmerie, etc. Donc, on est dans une situation, il n'y a pas vraiment un régime issu de la volonté du peuple, et comme il n'est pas issu de la volonté du peuple, et le peuple, pour le moment, n'est pas dans le combat de restituer sa souveraineté, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent.
Et je vous dis quelque chose, une anecdote, Jamal Din. Si Bouteflika sera encore au-delà de 2019 vivant et à cette situation, et il gardera la même situation. Il sera candidat à un 5e mandat, un 6e et un 7e mandat. Et personne ne peut l'empêcher. Personne ne peut l'empêcher parce que seul le peuple peut l'empêcher et seul le peuple peut l'empêcher par le changement, un changement pacifique et radical. Hussein Jidel, avant de revenir à cette histoire de Ain Abdallah dont j'aimerais que vous nous en parliez. Oui, non, avant d'en arriver. Est-ce que vous croyez à ce chiffre qui circule? Parce que le budget de l'armée est très secret pour des raisons évidentes, parce qu'on ne veut pas que ça se sache, parce qu'on sait que les achats d'armement et d'équipements militaires sont les achats qui génèrent le plus de commissions d'enveloppes que les gens mettent dans leur poche. On nous dit que depuis que Bouteflika est à la tête de ce pays, ils auraient acheté pour 100 milliards de dollars d'armement et d'équipements militaires et de dotations militaires. Vous y croyez? 100 milliards de dollars? Non, plus que ça. Plus, hein? L'armée algérienne, plus que ça. Et quant aux chiffres, ils sont secrets uniquement pour les Algériens, hein, mais pour les instituts spécialisés, les instituts internationaux spécialisés, rien ne se cache, hein, parce que on a les chiffres, Et écoutez, ça dépasse largement ça. Depuis plus de 5 ans, l'armée algérienne... Mais sur quoi vous fondez-vous pour dire ça, Hussein? Des chiffres, des statistiques, des fuites? Oui. Ce sont des rapports publics rendus par des États, par des services, par des instituts d'études géostratégiques qui parlent de ça. L'armée algérienne consomme chaque année 15 milliards de dollars et elle achète uniquement de l'armement d'attaque. On ne sait pas, elle va attaquer quel pays, elle va attaquer quel ennemi, et je dis attaque, et une grande partie, elle est consacrée à la répression de la population. Et donc, l'armée algérienne, ils achètent tout ce qui est... vous savez que l'armée algérienne, moi j'ai des contacts avec des membres de la famille, etc., et vous allez voir que des gendarmes, des simples soldats, ils n'ont pas de quoi manger. Moi, j'ai un cousin, un lointain de la famille, qui a demandé à sa famille de lui ramener des couvertures parce qu'Abachar, il tremblait le soir de froid, alors que c'est un gendarme. C'est un gendarme, ça veut dire corps d'élite militaire. Donc, nous avons vraiment une mafia, plus qu'une mafia, qui a le pays et le citoyen entre ses mains et qui elle fait ce qu'elle veut. Hussein, je suis obligé de vous interrompre malheureusement puisque je dois donner un peu de même temps de parole à nos autres invités. Karim Kebir, vous avez entendu Hussein quand il nous parlait de cette histoire de droit versé à la SACEM pour Kassamen? Moi aussi, j'ai entendu parler, j'ai lu un papier récemment, il y a quelques jours. Honnêtement, c'est la première fois que je prends connaissance de ça. Mais bon, il n'y a pas de réaction officielle. Jusque-là, j'ai pas entendu parler personnellement les historiens, particulièrement qu'un gars comme Harbi ou Merdassi ou des gens, ils n'ont pas pour le moment, en tout cas, j'ai pas entendu parler de cette histoire, franchement, donc je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Et cette histoire de plus de 100 milliards de dollars en armement depuis que Bouteflika est là, vous y croyez? Ça aussi, bon, c'est des chiffres en tout cas, je ne sais pas, qui sont avancés. C'est vrai que, c'est-à-dire, ils sont vérifiables, mais depuis les sources étrangères, parce que en fait, ils achètent en Russie, ils achètent en France, probablement, aux États-Unis, en Angleterre, et en Allemagne aussi. Donc, c'est pour les étrangers, je pense que c'est facilement vérifiable
le budget, on a vu aussi le chiffre donné par la loi de finances, c'est-à-dire on accorde un budget à peu près de 15 milliards de dollars pour l'armée, mais est-ce qu'il y a une caisse noire? Nous ne savons pas, nous n'avons pas les moyens de vérifier, mais forcément, nous savons tout de même que l'armée détient le premier budget. Après, pour les achats d'armement, vous savez, on est situé dans un pays quand même où un peu la situation géographique, on est entouré par des zones de tension, donc forcément, je pense que ça se justifie un peu. Mais bon, après, est-ce que aussi l'achat, c'est comme disait notre ami là qui vient d'intervenir, est-ce que c'est destiné pour réprimer la population? Honnêtement, je ne sais pas. Merci Karim Kabir. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Abdelwahab Zaatari, le mot de la fin vous revient. On arrive à la fin de l'émission. Oui, votre analyse et l'analyse de vos invités sont tout à fait cohérentes et convergentes et je les appuie sans réserve. La conclusion, nous sommes gérés par un groupe de pseudo-sionistes qui sont programmés pour s'enrichir au détriment de l'Algérie. C'est ma conclusion. Merci beaucoup Abdelwahab Zaatari, merci Karim Kabir, merci Houssine Jidel. Un ami vient de me confirmer par voie de Facebook, il me fait parvenir un article du journal Al-Nahar, je vous lis le titre. L'ONDA, l'Office national des droits d'auteur, ça veut dire que c'est un office algérien officiel, reconnaît que l'hymne national est protégé par des droits français. L'Office national des droits d'auteur et droits voisins reconnaît dans un communiqué rendu public en réponse à l'article du journal Al-Nahar que la composition musicale de l'hymne national algérien, Qasamen, est protégée par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, SACEM, Société française. Je ne vous lis pas la suite de l'article, je vous laisse le découvrir vous-même. Que pourrais-je dire? T'en va la cruche à l'eau. Chaque jour qui passe est un pas de plus vers le mur, l'inéluctable mur, sans exagérer, sans exagération aucune. Nous sommes figés en catalepsie et nous donnons l'impression que nous baignons dans la quiétude des jours, flottant doucement sur des flots qui nous bercent et nous sommes assoupis dans cette ambiance cotonneuse où ne nous parviennent que les bruits lointains et diffus d'un torrent qui dévale pourtant la montagne, dont nous ne savons pas encore qu'il charrie les vieilles souches et que demain sera un autre jour. Salam alaikum wa rahmatullahi.